Écho d'ici, écho d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir de recevoir un nouveau grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique en compagnie de ma camarade Aurélie Mbida, chef du pôle économie à Jeune Afrique. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno. Nous sommes avec une personnalité qui est au cœur de l'actualité de cette fin d'année 2023. La crise climatique, la crise énergétique, la crise de la dette, les changements politiques en Afrique, les nouveaux rapports entre l'Occident et ce qu'on appelle le Sud global. Bonjour Ousmane Diagana. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La Banque mondiale et le FMI qui tiennent en ce mois d'octobre à Marrakech, au Maroc, leurs assemblées annuelles. On y parlera du financement de la transition énergétique, de l'aide aux pays endettés, bien d'autres sujets encore. Événements majeurs qui ne s'étaient pas déroulés en Afrique depuis un demi-siècle, le continent étant de fait au centre de toutes les attentions. L'institution que vous représentez est l'une des principales sources de financement dans les pays en développement. Elle est un interlocuteur incontournable et à ce titre, Ousmane Diagana, votre parole doit être écoutée par nos auditeurs, nos lecteurs et nos internautes. D'abord, pour faire mieux connaissance avec vous, un résumé de votre parcours avec Aurélie. Oui, enfin en tout cas, votre CV, Ousmane Diagana, vous poussez les portes du siège de la Banque mondiale à Washington en 1992, enfin pour ne pas y rester, puisqu'au final, vous êtes immédiatement déployé sur le continent, au Bénin, en tant que chargé des opérations du bureau de Cotonou. Jusqu'en 2000, vous travaillez et dirigez les équipes techniques de la banque dans plusieurs pays, donc le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Une trajectoire somme toute logique quand on regarde votre parcours universitaire après votre enfance en Mauritanie, un diplôme au Sénégal, 3e cycle, option finance et fiscalité à l'École nationale d'administration de Dakar, une maîtrise en sciences économiques toujours à Dakar avec une spécialité en planification, analyse économique, développement, puis au fil de l'eau, des stages et formations dans le secteur du développement humain, de l'éducation, à l'Institut des études de développement de Sussex au Royaume-Uni, puis à Harvard aux États-Unis. Vous avez choisi d'être fonctionnaire international, mais à l'origine, vous auriez voulu être enseignant. En effet, je vais saisir l'opportunité pour exprimer toute notre gratitude aux enseignants. Hier, c'était la journée internationale des enseignants. Pour d'abord ce qu'ils font pour le monde, mais également en contribuant nécessairement à la prospérité des nations, parce que sans éducation, il ne saurait y avoir de richesse. Donc ce sont des enseignants qui, tous les jours, œuvrent à cette mission extraordinaire, je dirais une sorte de sacerdoce. J'ai voulu moi-même, dans ma carrière, embrasser, dans mon parcours, embrasser donc, la carrière d'enseignant quand j'ai eu mon baccalauréat, parce que j'admirais tellement ce métier, grâce aux femmes et aux hommes qui m'ont enseigné depuis le primaire jusqu'au secondaire, à suivre leurs traces. Mais le hasard par la suite m'a orienté vers l'économie et les finances. Métier difficile quand même, hein. On connaît les contraintes budgétaires dans pas mal de pays, les revendications de ce fait de pas mal d'enseignants qui disent on n'est pas assez payé par rapport à notre utilité sociale, par rapport à notre investissement. Absolument. Et pour moi, de toute façon, l'éducation n'a pas de prix. Et donc, quel que soit ce qu'on mettra au service de l'éducation, ce ne sera jamais suffisant. Et on ne saurait payer également les enseignants à leur juste valeur, compte tenu de ce qu'ils représentent pour chacun d'entre nous, mais également pour les pays qu'ils servent et pour le monde. Mais c'est vrai qu'il a cependant un coût et il faudrait que les pays, les nations tiennent cela en compte dans leur politique budgétaire pour que les enseignants soient encore toujours motivés et qu'ils continuent à produire des services de qualité. La suite de votre parcours avec Aurélie. En tout cas, voilà, l'institution financière mondiale vous colle à la peau puisque vous y évoluez rapidement. À la fin de 2000, vous êtes affecté dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, où vous occuperez plusieurs postes de spécialiste de l'éducation,
puis de leader sectoriel et coordonnateur du programme de développement humain basé à Rabat, au Maroc. Dans ce cadre, Ousmane Diagana, vous avez mis en œuvre des programmes innovants, notamment au Maroc, au Yémen, à Djibouti. Vous pouvez dire en quelques mots en quoi ils étaient innovants ? Oui, ça ne me rajeunit pas d'abord parce que ça me rappelle de très bons souvenirs, quoique un peu anciens. J'étais au Yémen quand le pays était relativement calme. J'ai passé 4 années formidables de ma vie de professionnel et je me suis enrichi culturellement dans un pays très beau, avec des gens très, très, très sincères. C'était entre 2000 et 2003 où j'étais, comme vous l'avez dit, responsable des programmes d'éducation. À l'époque, compte tenu des disparités qu'on pouvait voir au niveau de la société du Yémen, en particulier le faible accès à l'éducation des filles et donc son impact sur un développement inclusif, avec mon directeur de l'époque, on s'était assuré que presque 90% de nos ressources pour le Yémen soit consacré au secteur de l'éducation. Et ça nous a permis de préparer des programmes extrêmement intéressants, aussi bien pour ce qui concerne l'accès des filles à l'éducation primaire, mais encore beaucoup plus important, l'accès des filles à l'enseignement secondaire. Parce que c'est à ce niveau du cycle de l'éducation qu'on peut véritablement impacter qualitativement et durablement sur la société. Par la suite, on m'a affecté en effet au Maroc pour être le programme sectoriel, le coordonnateur du programme sectoriel pour le développement humain. Et je suis content de pouvoir repartir au Maroc plusieurs années plus tard, parce que j'y étais jusqu'en 2007 avant d'être nommé comme représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Donc repartir au Maroc dans le cadre de ces assemblées, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience. On va en parler. Alors, vous mentionnez effectivement le Niger en 2006, vous avez été représentant résident de la banque, puis le Mali en 2009. Cette même année, vous recevez le prix du meilleur manager du groupe de la Banque mondiale, bravo. De 2011 à 2013, vous dirigez les opérations au Tchad, en Guinée, au Mali, au Niger, avant d'être nommé à votre premier gros poste, si je puis dire, en 2014, où vous devenez directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée. Vous êtes basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Puis ensuite, pendant 3 années, jusqu'en 2018, vous retournez à Washington, chapeautez le département d'éthique et de déontologie du groupe, puis les ressources humaines durant 2 ans. Et enfin, c'est le 1er juillet 2020 que vous prenez la vice-présidence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale. 22 pays, des dizaines et des dizaines de projets, des milliards de dollars de ressources. Vous avez plus de 30 ans de maison, essentiellement au service du continent africain. L'Afrique, c'est là où la Banque mondiale est la plus attendue ? C'est là où la Banque mondiale est la plus attendue et c'est véritablement un continent qui m'est chevillé au corps. Je suis africain, très fier de l'être. Je suis un pur produit de l'école africaine, comme vous l'avez dit aussi. J'ai fait mon primaire, mon secondaire dans mon pays natal, la Mauritanie. Le supérieur au Sénégal, même si j'ai eu par la suite d'autres formations hors du continent. J'ai passé le gros de mon temps en tant que professionnel du développement sur l'Afrique. Et je dois dire que les différents postes que j'ai occupés et les différents lieux d'affectation que j'ai pu avoir de l'institution, pour moi, il n'y a pas de différence en termes de taille. Ils sont tous du même niveau d'importance. Mon poste d'opération office au Bénin au début de ma carrière, ou bien de représentant résident au Niger, sont tout aussi importants que mes postes de directeur d'abord pour les pays du Sahel. J'ai eu le plaisir et le privilège d'être le premier directeur pour les pays du Sahel, au moment où le Sahel n'était pas ce qu'il est en termes de stabilité sur le plan politique et sur le plan institutionnel. Et par la suite, évidemment, en Côte d'Ivoire, où je m'occupais essentiellement des pays du Golfe de Guinée. C'était des postes difficiles, mais tous étaient intéressants. Et par la suite, on m'a demandé de partir au niveau de la Banque mondiale au siège, où j'ai occupé à la fois des responsabilités sur le plan corporate, donc administratif, pour m'occuper des valeurs de l'institution, de la déontologie professionnelle que le staff de la Banque mondiale doit avoir. Et par la suite, aujourd'hui,
je suis très fier d'être le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le globe-trotter de la Banque mondiale, le couteau suisse de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, le vice-président de cette Banque mondiale chargée de l'Afrique de l'Ouest et centrale et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Entretien à lire sur le site de Jeune Afrique, à visionner, à partager, à commenter sur nos chaînes YouTube. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux. Bonne émission à toutes et à tous. Ousmane Diagana. On a déjà parlé de pas mal de choses. Marrakech d'abord, le lieu des assemblées du FMI et de la Banque mondiale, maintenu un mois après le séisme qui a dévasté cette région. Pas question de changer de lieu? Non. Je dois dire tout d'abord, et vous avez très bien dit, Michel Faure, à l'entame de cette émission, que nous sommes dans un contexte mondial marqué par des crises multiples qui se chevauchent. La crise, bien entendu, climatique, la crise alimentaire comme résultat aussi, pour ce qui concerne les pays de l'Afrique, de renchérissement du coût de la vie à cause de l'inflation, résultat de la guerre en Ukraine, les conflits, etc. Et quand on regarde de près, la plupart de ces crises sont provoquées ou viennent de l'extérieur, mais ont des impacts très forts et très visibles en Afrique, affectant de manière disproportionnée les conditions de vie des populations. Et puis, pour ne rien arranger, donc, dans cette région de Marrakech, cette terrible catastrophe. Cette terrible catastrophe. Donc, le fait de d'avoir envisagé de tenir ces assemblées annuelles hors de Washington, et cette fois-ci en Afrique, depuis 50 ans, vous l'avez dit aussi, Michel Faure, on n'a pas eu l'occasion de faire ces réunions-là sur le continent africain. C'est un signal, c'est un symbole, mais en même temps, c'est quelque chose qui se justifie. L'Afrique n'est pas à la marge du monde. L'Afrique est au centre du monde parce qu'il y a un certain dynamisme qui est là-bas. Et bien sûr, il y a beaucoup de défis qui sont là. Et le maintenir dans ce contexte difficile aussi, c'est un signal très fort en termes de solidarité avec le Maroc dont les populations, en particulier celles de Marrakech, ont connu des moments difficiles à cause de ces séismes-là. Justement, là, en restant sur le Maroc, la Banque mondiale va soutenir le pays, même si c'est loin d'être le pays le plus pauvre du continent. Le Maroc et la Banque mondiale tiennent un partenariat de très longue date. La Banque mondiale a été toujours présente au Maroc. Vous avez dit, j'ai été moi-même coordonnateur de nos programmes sectoriels dans notre bureau à Rabat. Et à l'époque, je m'occupais essentiellement des questions de développement humain et des questions de l'éducation. Par la suite, le Maroc, c'est un pays qui a des systèmes et des structures en termes administratifs extrêmement fortes, animés et parfois dirigés par des cadres extrêmement compétents. Donc le Maroc est un pays qui a toujours été capable de formuler des politiques publiques dont les besoins de financement ont été bien identifiés et bien chiffrés, ce qui leur a toujours permis de bien dialoguer avec la Banque mondiale et aussi le Fonds monétaire international. Et pour ce qui concerne la Banque mondiale, effectivement, les financements pour le Maroc ont toujours été importants. Et à cause de ces problématiques actuelles, qui sont aussi liées au changement climatique, c'est clair que la Banque mondiale continuera à soutenir le Maroc. Alors, puisque l'on parle du Maroc, on va écouter sa ministre de l'économie, Nadia Feta Alaoui, qui a présenté il y a quelques jours les enjeux de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est un honneur pour tous les Marocains que Marrakech accueille ces assemblées annuelles. 50 ans après le Kenya, c'est l'occasion de faire revenir ces institutions sur le continent africain, car nous considérons que les défis mondiaux ont davantage d'écho ici, en particulier après les dernières crises. Dès la création du FMI et de la Banque mondiale, ces assemblées ont constitué un rendez-vous important sur la scène mondiale pour répondre aux défis
défis et aux problèmes, pas seulement ceux des finances publiques ou des financements, mais aussi de plus grands défis comme la santé après le Covid, comme le changement climatique ou encore les bouleversements géopolitiques dans le monde. Ces assemblées seront donc l'occasion d'y répondre, en particulier pour les pays en développement qui sont les plus en difficulté face à ces enjeux. L'Afrique encore plus concernée que les autres continents par les défis du moment, nous dit Nadia Feta Alaoui. Ousmane Diagana, vous êtes d'accord ? Totalement d'accord. Je voulais saluer le leadership d'abord de Mme Alaoui. Jusqu'à l'année passée, elle était la présidente du caucus africain. Vous savez, on est à l'intérieur de la Banque mondiale. Les pays africains sont organisés pour s'entendre autour de leurs priorités et qu'il y a une voix qui porte cela dans le cadre du dialogue que nous avons avec nos clients. C'était Mme Alaoui qui a joué ce rôle-là jusqu'à la fin de l'année passée. Effectivement, les problématiques qu'elle a mentionnées sont d'actualité. Elles concernent chacun des pays africains. Elles concernent donc tout le continent. Et je crois qu'on ne saurait dire de manière plus claire quels sont les points qu'elle a mentionnés. Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Alors, sur quel sujet, même si vous n'allez peut-être pas tout nous dire aujourd'hui, mais sur quel sujet peut-on attendre des annonces à Marrakech ? Est-ce qu'il va s'agir plutôt d'augmenter la capacité d'emprunt des pays à faible revenu, des taux préférentiels, peut-être pour les pays émergents, des sujets sur la taxation carbone ? Quels vont être les grands axes ? Je dois dire que les assemblées annuelles sont à la fois des événements ordinaires et extraordinaires. Ordinaires dans la mesure où elles se tiennent chaque année. C'est une institution qui a 75 ans d'existence. Chaque année, on tient les assemblées, et je dirais même 2 fois par an. On a les petites assemblées qu'on appelle les assemblées du printemps, qui ont lieu à Washington. Et puis, il y a les grandes assemblées qui ont lieu une fois sur 3 à Washington, sur 3 ans à Washington. Donc, évidemment, en tant qu'institution de développement, on va s'intéresser à toutes les questions liées au développement. Mais cette année, effectivement, c'est ce qui fait le caractère extraordinaire de ces assemblées annuelles. Ce sont la persistance de certaines crises et l'émergence de crises nouvelles. Et tout ceci demande des réponses rapides. Et en termes de financement, faire l'effort que ces financements aussi soient massifs. Donc l'institution est en voie de transformation depuis la demande de certains de nos administrateurs qui a conduit à un travail de fond et puis par la suite depuis l'arrivée de notre nouveau président. Donc cette transformation en cours de l'institution va être annoncée. Elle se veut une démarche qui doit rendre la Banque mondiale meilleure et la Banque mondiale plus grande. Donc on aura certainement l'occasion de parler de ces choses-là et c'est déjà ceci qui va être annoncé. Ça demande renforcer la capacité de prêt de la Banque mondiale, permettre des emprunts plus massifs ? Oui, en tout cas, renforcer le volume, donc augmenter le volume de financement pour l'Afrique. La Banque mondiale ne fait pas que des prêts. Et surtout pour ce qui concerne l'Afrique, en particulier les pays les moins développés au niveau de l'Afrique, et il y en a beaucoup. L'essentiel de ce que nous faisons dans ces pays-là, c'est, en termes de financement, c'est des dons et parfois beaucoup d'assistance technique et la génération de savoir, donc de connaissances qui permet aux décideurs politiques de définir des politiques publiques qui sont pertinentes. Oui, et la Banque mondiale est une institution mondiale, naturellement. Et donc, par conséquent, il y a des pays qui sont en différentes capacités de financement. Et il y en a donc pour certains où on doit être beaucoup présent avec des financements en termes de prêts plus importants également. Alors justement, venons-en au contexte macroéconomique en Afrique subsaharienne. Alors oui, voilà, à la Banque mondiale, vous êtes responsable de 22 pays, vous l'avez dit. Donc il y a des disparités entre les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, même entre eux. Vous avez un bandeau qui va du Sénégal à la Centrafrique. Comment expliquez-vous, plus de 3 ans après la première grosse crise, la crise sanitaire du Covid, que des pays soient résilients et d'autres, en fait, s'effondrent aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'était un constat. Quand je regarde les statistiques que nous produisons, évidemment, quand il y a eu la Covid, le taux de croissance était pratiquement 0. Pour certains pays, il était même négatif. Par la suite, à la faveur
des accompagnements divers et variés, mais également les efforts qui ont été accomplis par les pays eux-mêmes. En 2022, on a pu atteindre un taux de croissance relativement important jusqu'à 3,6%. Cette année, il va être un peu plus bas à cause des crises dont on a déjà parlé, mais également à cause de ces instabilités politiques et institutionnelles que nous voyons au niveau de l'Afrique, même si il y a des pays qui échappent à cette instabilité. Je pense que quand on fait l'agrégation des challenges auxquels les pays sont confrontés, on voit bien évidemment que le continent dans son ensemble a été tiré vers le bas en termes de croissance économique pour l'essentiel. Donc d'où la nécessité d'investir sur la résilience des communautés et sur les infrastructures, mais également créer les conditions d'un contrat social beaucoup plus fort entre les populations et leurs gouvernants. Est-ce que certains grands pays vous inquiètent? On pense au Nigeria qui semble en perte de vitesse avec une croissance qui ne devrait être que de 2,9% cette année. Compte tenu de la taille du Nigeria, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais également dans le monde de façon générale, si ça ne va pas très bien au Nigeria, ça va avoir un impact global sur l'Afrique. Si le taux de croissance en Afrique pour 2023 va baisser, c'est essentiellement parce que le taux de croissance au Nigeria n'a pas été au niveau où devrait être. Ça, c'est très clair. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir le Nigeria de manière beaucoup plus positive, avec un nouveau gouvernement qui est là, qui a annoncé des mesures très fortes, surtout pour ce qui concerne les aspects économiques et fiscaux, à travers la suppression de la subvention qui a été accordée aux produits pétroliers ou le règlement des problématiques de taux de change multiples et donc l'harmonisation de ces deux taux de change. Je pense que le Nigeria, qui représente 50% du PIB de l'Afrique de l'Ouest et aussi 50% de la population en Afrique de l'Ouest, évidemment, chaque fois qu'il fait des choses positives, ça va se traduire également par une amélioration sur le plan économique et social en Afrique, mais particulièrement aussi pour le Nigeria, parce que n'oublions pas que le Nigeria également, parmi les 5 pays du monde qui ont un taux d'extrême pauvreté très élevé, en fait partie malheureusement. Si on regarde un petit peu vos chiffres d'engagement sur le continent, on voit qu'en 2022, la Banque mondiale a engagé moins de 40 milliards de dollars en Afrique. On était sur un niveau de 60 milliards en 2019. Est-ce qu'il y a une raison à cette différence ? Non, la Banque mondiale, surtout pour ce qui concerne le guichet que nous appelons le guichet de l'Association internationale de développement, donc qui prête sur la base des crédits concessionnels, donc taux zéro, période de grâce de 10 ans, remboursable sur 40 ans, fait essentiellement l'accompagnement des pays de l'Afrique subsaharienne et en particulier de ma région. Quand je regarde les chiffres de ma région, je suis très fier de ce que nous avons fait depuis la Covid. Quand je prenais la tête de ce département, on avait un total de financement pour les 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de 38 milliards de dollars. Aujourd'hui, au moment où je parle, on est à 53 milliards de dollars. Donc, sur 3 ans, j'ai augmenté notre financement pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre de 15 milliards de dollars supplémentaires. Ceci n'a été possible parce que on a pu aussi mobiliser beaucoup plus de ressources dans le cadre de l'IDA. Et deuxièmement, on a diminué le nombre de projets tout en augmentant la taille des projets. Donc c'est véritablement ici l'objectif d'être plus sélectif pour être sur des secteurs beaucoup plus impactants, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Alors justement, vous avez déjà parlé, puisque l'on parle de choses concrètes, du développement des infrastructures essentielles pour le développement économique de l'Afrique. Est-ce que vous avez un exemple ou quelques exemples en tête de projets que vous avez financés et qui ont eu un impact concret à court terme? Ah oui. Alors là, je vais commencer par l'énergie parce que c'est le grand défi pour le continent et c'est le défi qu'il faut régler pour que vraiment le ruissellement de toutes les transformations qui sont voulues sur l'ensemble de l'économie soit visible. Au moment où je vous parle, on a à peu près 15 milliards de dollars de programmes énergétiques
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans quel pays? Partout, je dirais, avec une focalisation pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Comme vous savez, on a pu véritablement avancer sur l'interconnexion régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de telle sorte qu'il faut avoir un marché unique qui permettra d'augmenter rapidement l'accès à l'électricité. D'ici la fin du mois de l'année, je vais aller soit à Banjul, soit à Bissau, justement pour participer à l'inauguration de grands programmes que nous avons financés dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Au Cameroun, on a le programme de Nachtigal. On a également financé un programme d'interconnexion entre le Cameroun et le Tchad. Et même en Centrafrique, qui est un des pays où le taux d'accès à l'électricité est le plus faible, 8% seulement des Centrafricains ont accès à l'électricité. Nous venons de mettre en place un programme décennal de plus de 200 millions de dollars. Et je vais aller à Bangui aussi au début du mois de novembre pour participer à l'inauguration de la centrale solaire de Danzé qui va permettre véritablement d'augmenter significativement l'accès des Centrafricains. Donc priorité énergie. Priorité est l'énergie, mais pas seulement l'énergie. Je donne ça compte tenu des externalités positives qui pouvaient résulter du financement de l'électricité. Le développement humain, c'est un secteur important pour nous. L'éducation, dans toutes ses composantes, depuis la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur. La santé, on a mis en place un programme de prévention, d'abord parce que la Covid a démontré qu'il faut certainement investir sur des programmes de soins, etc. Mais également, il faut surtout investir sur ces programmes de prévention. Et ceci demande aussi qu'on regarde la chaîne des valeurs dans son ensemble, depuis la formation des personnels enseignants jusqu'à la gouvernance du système global, du système sanitaire. Et comment on place le curseur, justement? On parle d'énergie, santé, éducation. Il y a aussi la lutte contre les changements climatiques. Comment on fait pour piloter ces décisions quand on est Banque mondiale? C'est une très bonne question. Les questions de développement sont de toute façon toutes liées. Je pense que quand on investit sur la résilience des populations à travers des financements climat, on investit nécessairement sur des programmes de lutte contre la pauvreté. Mais certains disent quand même que tout ce qu'on dépense pour lutter contre le changement climatique, pour s'adapter, ça peut être au détriment d'autres programmes, justement. La pauvreté, la question de la dette, d'autres questions encore. Voilà. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Je suis un peu provocateur, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop dans la lutte contre le changement climatique? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités encore plus urgentes? On peut se poser cette question, effectivement. Mais personnellement, je ne crois pas à l'effet d'éviction dans ce sens-là. Surtout de la façon dont nous approchons les questions climatiques au niveau de la Banque mondiale. Nous n'approchons pas la question climatique comme une problématique de développement à part. Nous approchons la question de climat et de développement en même temps. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs comme je disais tantôt, en tant qu'institution, pas seulement de financement, mais institution de savoir, nous avons lancé il y a 2 ans une initiative qui est la production pour chacun des pays du monde, pas seulement des pays pauvres, des rapports climat et développement, pour essayer de voir véritablement les liens entre les deux et savoir dans ce cadre quels sont les programmes intégrateurs qu'il faut promouvoir afin qu'on sache que quand on règle les questions de climatique, en même temps, on règle les questions de développement. Et pour ce qui concerne les pays les plus pauvres, on investit également pour que la pauvreté soit combattue et soit éliminée à terre. Et pour terminer sur le climat, il y a le grand sujet de la COP. Il y a le COP 28 de Dubaï fin novembre et début décembre. Finalement, dans ces événements, on promet beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui suivent derrière. Est-ce que, selon vous, c'est utile, c'est toujours utile, une COP, où les discussions se font dans d'autres endroits? C'est vrai, je peux comprendre la frustration des pays, en particulier les pays africains. Depuis que la COP existe, il y a eu beaucoup d'annonces. Peut-être, quand on voit ça à l'échelle mondiale, moins d'action. Mais je crois d'abord que c'est toujours une très bonne chose d'avoir la communauté internationale avec les différents pays, avec les composantes dans les pays, être autour de la même table pour dialoguer, pour échanger. Et deuxièmement, pour ne parler que spécifiquement de la Banque mondiale, toutes les annonces que nous avons faites ont été respectées et parfois on a fait plus que ce qu'on a annoncé.
quand je regarde aujourd'hui les financements au niveau de la région que je dirige, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, 38% des financements que nous avons mobilisés l'année passée sont allés directement à des problématiques de climat, mais essentiellement des questions d'adaptation au changement climatique et des questions de renforcement de la résilience des communautés. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de programmes pour la vallée du fleuve Sénégal, qui est une zone affectée par les changements climatiques et qui s'est traduite malheureusement par les migrations des jeunes africains de cette région vers le monde, en particulier vers l'Europe. Je pense que des programmes climat qui permettent de créer des emplois sur la base des richesses et des potentialités dans cette zone va non seulement contribuer à créer des emplois, donc à laisser ces gens-là sur le terroir, mais permettre également de contribuer au développement de ces pays. Ce n'est qu'un exemple que je donnais parmi beaucoup d'autres exemples qui existent. Les promesses et les actes de la Banque mondiale. On va en parler tout de suite avec son vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. La Banque mondiale, une institution incontournable, mais aussi parfois critiquée. Le FMI, tout comme la Banque mondiale, sont de vieilles institutions, on l'a dit, nées de la conférence de Bretton Woods en 1944. Vous êtes parfois l'objet de reproches sur votre politique de prêt aux pays pauvres. Écoutez ce que dit Brulai Bagayoko, c'est le secrétaire permanent du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Il nous a envoyé ce message de Bamako. Nous accusons le Fonds monétaire international et la Banque mondiale d'avoir conçu et imposé aux États africains les programmes d'ajustement structurel dans les années 82 et 91 qui ont mis à genoux le développement social et économique de nos États. Ces programmes d'ajustement structurel ont également imposé le bradage de nos secteurs porteurs, notamment la privatisation des sociétés et entreprises publiques. Nous accusons également ces institutions d'avoir nous imposé un modèle de développement social et économique qui n'est pas conforme à nos réalités culturelles. Donc, nous avons besoin de l'argent pour concevoir notre propre politique de développement et surtout le développement endogène. Donc, ces institutions également prennent des taux d'intérêt qui sont prohibitifs, qui sont injuriés. Le secrétaire permanent du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, organisateur de manifestations à Marrakech lors des assemblées annuelles, Ousmane Diagana, vous n'êtes pas épargné, enfin en tout cas la Banque mondiale n'est pas épargnée. Comment vous répondez à ces critiques sur un positionnement jugé trop libéral de la Banque mondiale ? Deux choses que je voulais corriger des propos de M. Bakayoko. La première, c'est que les politiques d'ajustement, qui ne sont plus d'actualité du tout au niveau de la Banque mondiale, n'avaient jamais été imposées. C'était les résultats d'une faillite de gestion macroéconomique, sociale, qui ont amené des pays à vivre au-delà de leur capacité, de leurs moyens. Et donc, il fallait s'ajuster comme on le fait au niveau des familles, bon père de famille, quand on voit que ces ressources ne permettent plus à faire face à leurs besoins. La deuxième chose, c'est que la Banque mondiale, en tant qu'institution de financement, ces taux d'intérêt sont loin d'être usuraires. Je l'ai déjà dit, pour tout l'ensemble des pays africains, il n'y a pas de taux d'intérêt d'ailleurs, c'est zéro. Et c'est des financements sur une très longue durée. S'il s'agit des prêts, pour les pays, le Mali, le Niger, etc., la plupart du temps, on fait des dons. Donc, il n'y a pas de... Et pour les autres pays de revenus intermédiaires, évidemment, les taux d'intérêt sont 7% au maximum, etc. Maintenant, je suis totalement d'accord avec lui qu'il faut des politiques de développement endogènes. Donc, bâties dans un cadre consensuel par les populations et les États, bien sûr, et proposer aux institutions de financement, y compris la Banque mondiale, pour que justement nos financements puissent être alignés par rapport aux besoins de développement. Et je suis aussi d'accord avec lui que compte tenu véritablement de la pression de ces crises sur les économies et par conséquent sur les populations, il y a lieu de trouver un mécanisme qui permet aux pays de dégager des ressources
fiscales et en même temps des financements pour le développement plus conséquents pour créer de meilleures opportunités pour les populations. Mais ce que disait aussi Brulai Bagayoko s'agissant des prêts, c'est que, en tout cas, prêter aux pays pauvres pour rembourser les capitaux privés, ça, c'est un principe qui peut inciter à prendre des risques excessifs, notamment eu égard aux pays émergents ou en développement. Voilà, c'était un point aussi. Oui, et de toutes les façons, je suis d'accord avec vous, on ne doit pas s'appesantir énormément sur l'élément risque pour contribuer à faire orienter des financements pour l'Afrique. Je pense que la façon dont les risques sont estimés, communiqués sur l'Afrique sont très dissuasifs et par conséquent réduit les possibilités d'investissement, notamment d'investissement privé en Afrique. Et sans investissement privé, et bien entendu, on n'aura pas la possibilité de renforcer le développement économique et surtout à travers la création des emplois. Donc, vous n'aggravez pas les problèmes, vous les réduisez, vous ne favorisez pas les multinationales, comme le disent souvent les altermondialistes. Oui, en tout cas, il faut créer, contribuer à créer un cadre qui permet l'émergence de champions nationaux, d'entreprises locales, en particulier petites et moyennes entreprises en Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation de l'entrepreneuriat en Afrique, on voit qu'il n'y a essentiellement que des micro-entreprises. Et donc, des entreprises en moyenne qui ne peuvent pas créer plus de 5 emplois par entreprise. Et donc, du coup, ne peuvent pas répondre à la problématique de création d'emplois, l'un des défis les plus importants auxquels les pays africains sont confrontés. Je vous dis, juste pour donner un chiffre, et j'en finirai par là, l'Afrique, dans sa globalité, ne crée pas aujourd'hui plus de 3 millions d'emplois par an pour ces jeunes. Et chaque année, c'est 12 millions de jeunes qui rentrent sur le marché d'emploi. Vous voyez le décalage, il est extrêmement important. Et quand on est dans une telle situation, évidemment, les frustrations peuvent contribuer aussi à des instabilités sur le plan politique et institutionnel. Dernière question sur le plan macroéconomique, c'est vraiment sur la dette. Je voulais juste revenir sur le système d'urgence, l'ISSD, qui a été lancé pendant le Covid. Il a été remplacé par le cadre commun. Mais en fait, si on regarde bien, il prend beaucoup de temps à aboutir. Il y a pour l'instant que le Tchad, je crois, qui soit parvenu. Est-ce que vous pouvez... La Zambie récemment. Et la Zambie, oui. Ouais. Pourquoi ça prend du temps ? C'est une frustration que nous partageons. Il a suscité beaucoup d'espoir, la mise en place de ce cadre commun. Le processus a été très long et par conséquent, les résultats qui ont été obtenus et jusqu'à présent sont décevants, si je puis m'exprimer ainsi. Le Tchad, je suis responsable, donc j'ai été fortement impliqué personnellement pour ça. C'était un cas qui nous a beaucoup mobilisé au niveau de la Banque mondiale. On a voulu contribuer au changement de cela justement pour avoir un résultat rapide. Mais c'était le début de quelque chose. Les leçons ont été tirées et nous espérons que ça va aller en s'améliorant. Mais le plus important en ce qui concerne la dette, c'est de dire effectivement, à cause de ces crises multiples, son volume a augmenté significativement en Afrique. Il a pratiquement doublé sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, l'encours de la dette en Afrique, ça atteint presque 800 milliards de dollars. C'est énorme. Et aujourd'hui, les pays africains consacrent près de 28% de leurs revenus au financement du service de la dette. Aujourd'hui, les taux d'intérêt... pas au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale fait essentiellement des financements concessionnels ou donne des dons, contribuer au renchérissement, bien entendu, de la dette. Et donc, ça contribue significativement à la crise de la dette, crise qu'il faut véritablement contribuer à juguler à travers un programme de réduction significative de la dette, j'en conviens. Alors, cette question de la dette, comme d'autres questions, on sait qu'elle alimente une forme de défiance entre les pays africains, le Sud plus généralement, et ce qui est vu comme l'Occident, ce qui est décidé ailleurs. La Banque mondiale, le FMI, c'est à Washington, c'est loin, ils prennent les décisions à notre place, ou pour nous, mais sans nous connaître, sans connaître nos réalités. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je dirais d'abord, en tant que Banque mondiale, vous avez fait référence tout à l'heure à l'initiative de la suspension de la dette dans le cadre de la Covid.
C'est une initiative que nous avons prise. Deuxièmement, je ne reviendrai pas sur les mécanismes de financement, mais également les plaidoyers que nous faisons constamment vis-à-vis des autres partenaires financiers pour que véritablement les besoins de financement de l'Afrique puissent être pris en compte à travers un financement massif sous forme concessionnelle. Maintenant, ceci dit, il faut regarder la chose des deux côtés. Ceux qui apportent le financement et ceux qui demandent le financement. Je pense que pour ceux qui demandent le financement, en particulier les États, la question de la transparence au niveau de la gestion de la dette est capitale. La question de l'efficacité dans l'utilisation des dépenses publiques résultant des prêts qui ont été obtenus, c'est fondamental. Donc c'est ça aussi qui permettra véritablement de tirer le bénéfice de toute politique d'endettement. Il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas endetté. Si la crise de la dette est beaucoup plus visible et beaucoup plus forte en Afrique, il faut faire une analyse holistique de la situation pour pouvoir dégager des pistes de solutions pour que ce qui doit être changé soit changé de manière efficace. Mais sur cette colère vis-à-vis de ce qui vient d'ailleurs, d'un siège à Washington. Non, Washington, en ce qui concerne la Banque mondiale, aujourd'hui pour nous c'est la capitale. C'est vrai que la grande administration de la Banque mondiale est à Washington. Tous nos vice-présidents sont là-bas, le président de la banque. Mais le travail au quotidien se fait à partir du terrain. M. Bakayoko, Bamako, j'ai un très grand bureau là-bas et je n'ai pas souvenance d'un programme que j'ai amené au conseil d'administration de la Banque mondiale qui n'ait pas été conçu et discuté non seulement avec les États, mais également avec les parties prenantes que sont les populations. Je crois qu'il y a un changement très important au niveau de la Banque mondiale qui s'est opéré au fil des ans. D'une institution fortement centralisée à Washington quand elle a été créée en 1944, à une institution décentralisée où on a aujourd'hui plus de 55% de nos professionnels sur le terrain, donc moins de 45% à Washington. Je crois qu'il y a eu un changement qualitatif qu'il faut noter. Alors pour alimenter notre discussion, je voudrais que l'on écoute à ce propos un extrait de l'intervention de Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne. C'était lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite, alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité. J'aimerais dire que la greffe n'a pas pris. La greffe n'a pas pris, dit le président de la transition guinéenne. L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui n'est pas adapté à ses coutumes. Vous qui connaissez bien le continent, Ousmane Diagana, qui est né, qui travaillait depuis des années, comment vous expliquez ces changements qui sont en cours dans un certain nombre de pays ? Certes, après plus de 60 ans d'accession à l'indépendance, la plupart des pays africains, constater que les différents indicateurs socio-économiques sont parmi les plus faibles du monde, c'est une source de frustration et de déception. Bien entendu pour le gouvernement, mais surtout pour les populations africaines. Il est clair. C'est la pauvreté qui alimente les putschs. Ça peut être une explication. Et certainement, il y a la pauvreté, il y a la crise de la gouvernance en termes de manque de redevabilité, en termes d'absence d'inclusion, en tout cas forte, des communautés et des populations dans la définition des politiques et dans leur mise en œuvre, dans leur suivi. En termes parfois aussi, je dois dire, de misalignment de ce que les différents partenaires proposent aux pays africains. Les pays africains ne peuvent être véritablement réduits
des situations de consommateurs de ce qui vient de l'extérieur, aussi bien en termes de conseils qu'en termes de projets de développement. D'où cette défiance contre la France, l'Europe et l'Occident parfois en général. On peut comprendre en tout cas la frustration des pays africains. Moi, je serais plus à l'aise de commenter sur cela quand viendrait des populations. Vous voyez, quand aujourd'hui encore, je l'ai dit, dans des pays où le taux en moyenne en Afrique, je pense que la proportion de la population qui a accès à l'électricité, c'est très faible. L'accès à l'eau potable demeure problématique. Les enfants qui partent à l'école et qui en sortent au terme de primaire qui ne savent pas lire, c'est à peu près 9 enfants sur 10. Quand vous voyez cela, et bien sûr, et qu'on dise véritablement on a un montant X qui est mobilisé en termes de financement, on peut se poser des questions. Mais je crois qu'il faut d'abord balayer devant sa propre porte en disant ceux qui sont responsables de la gestion des États, c'est d'abord les gouvernants. Donc, quelle est leur part de responsabilité dans ça? Je pense que ce débat doit être fait au niveau de la société africaine, au niveau des différents États africains, pour trouver des solutions idoines. Je pense que ça me paraît être la voie la plus sage, si vous voulez. Si l'on parle des États et qu'on y regarde de plus près, en fait, on constate 2 Afriques de l'Ouest, par exemple, où il y a un front côtier qui est plutôt stable, on va dire, et puis il y a un autre front dans les terres qui est en pleine révolution, revendication, redéfinition, je ne sais pas comment qualifier. Ces 2 fronts peuvent-ils vraiment coexister? Nous ne sommes pas en train de reprendre quelques années au développement qui a été gagné? Oui, c'est une très bonne description, mais en même temps, en Afrique, il y a des principes qui sont immuables. Hein. La continuité territoriale est une réalité. On quitte d'un pays, on entre dans un autre sans avoir aucune différence, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je pense que la Côte d'Ivoire n'est qu'une continuation du Mali ou du Burkina Faso. Il y a quand même des frontières. Il y a des frontières, mais les frontières sont plutôt issues d'un arbitrage qui est fait dans un contexte bien déterminé. Mais la réalité des populations, c'est différent. Je pense que celui qui vit à Sikasso ne fait pas de différence, même si les citoyens maliens, avec son parent ou son ami qui vit à Korogo, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Entre le nord, entre du Nigeria et certaines régions du Nigeria et le Cameroun, c'est les mêmes populations, les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Donc il y a la continuité territoriale et il y a la porosité des frontières. Ce qui fait que véritablement séparer les pays, c'est extrêmement difficile. C'est pour cela d'ailleurs, je vous reviens, et je suis d'accord avec vous, on doit, quand on parle aujourd'hui des défis du Sahel, il est important bien sûr de réfléchir à des réponses rapides, définies avec les Sahéliens eux-mêmes, mais il est aussi important d'aller au-delà du Sahel, de mettre ça dans le contexte de l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale dans son ensemble. Donc ça veut dire que ce qui est arrivé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger, pourrait arriver aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo? Ça pourrait arriver partout dans le monde, et en particulier en Afrique. Et c'est pour cela, aujourd'hui, tout en investissant sur comment on mitige ou on atténue les risques et les conséquences négatives des conflits, il faut investir suffisamment, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan des financements, dans la prévention, afin que véritablement, toutes ces populations qui quittent un pays pour aller vivre dans l'autre pays voisin, véritablement soit dans une logique de contribution à la stabilité économique dans ces pays d'accueil et non dans une logique qui mènerait à une contagion qui pouvait véritablement s'étendre dans les autres pays de notre continent. Et vous-même, dans le cadre de votre travail, y a-t-il une différence d'approche lorsque l'on est dans un pays où l'exécutif, par exemple, est installé depuis longtemps, comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et par rapport à un autre pays dans lequel vous devez apporter votre appui, alors que c'est un nouveau gouvernement plutôt transitoire dans les pays putschistes? Oui, d'abord, on essaie de tirer constamment des leçons, des expériences de notre implication
dans les pays, surtout de ces pays qui sont tombés dans des crises de gouvernance, des crises politiques, afin que ceux qui sont encore stables puissent continuer d'être stables. On vient de financer un programme régional de cohésion sociale et de création d'emplois dans les pays des Golfe de Guinée, donc Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin et Togo ensemble, d'un montant de 450 millions de dollars, en investissant essentiellement dans les villes secondaires pour que les emplois puissent être créés partout à travers, n'est-ce pas, des programmes transformationnels. Mais en même temps, on avait, pour des pays comme le Mali et le Niger ou le Tchad ou le Burkina Faso, un financement à travers un guichet qu'on appelle financement additionnel pour la prévention et la résilience, qui est un montant additionnel que nous accordons au pays afin de leur permettre de faire face aux conséquences des conflits. On a étendu maintenant ces mécanismes à des pays du Golfe de Guinée pour qu'on essaye d'être impliqué dans la gestion économique et sociale des pays pendant qu'il est temps, c'est-à-dire pendant que les effets des conflits ou des situations qui sont conflictogènes sont encore en état de latence avant qu'ils ne deviennent beaucoup plus manifestes. Pourtant, vous y avez, dans ces pays où il y avait des conflits, justement, suspendu temporairement ces financements. Ils sont revenus. Pour quelles raisons ? Je vais nuancer. Nous faisons une pause quand il y a des crises de cette nature, juste pour prendre du recul, pour bien comprendre les conséquences de ces conflits. Et ensuite, on fait une évaluation pour essayer de voir comment on doit reprendre. Mais on n'a jamais définitivement suspendu des financements. Aujourd'hui, au Mali, j'interviens à travers des projets de développement et j'ai créé les conditions pour une supervision adaptée de ces projets-là, en tenant compte, bien entendu, du fait que le contexte sécuritaire aujourd'hui au Mali ne me permet pas d'aller superviser mes projets partout. J'ai fait la même chose au Burkina Faso. En Guinée, nous avons repris nos financements. Au Tchad, nous avons repris nos financements. Donc la Banque mondiale a une stratégie pour les pays dits fragiles ou les pays en conflit qui est fondée sur deux principes. Le premier principe, c'est que quelle que soit la nature du conflit, nous devons rester présents. On ne doit pas se retirer. La deuxième chose, c'est de dire aussi que dans ces pays, il faut des programmes qui sont orientés et qui sont focalisés sur des réponses urgentes aux besoins des populations qui sont les premières victimes des conflits. Donc, à travers un investissement dans des programmes tels que l'accès des enfants à l'éducation, les programmes de santé, les programmes d'accès à l'eau potable et j'en passe. Effectivement, l'objectif, c'est de rétablir la confiance. Il nous reste encore quelques toutes petites minutes avec Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale, chargé de l'Afrique de l'Ouest et centrale. On va parler de votre chef, le nouveau président, Adjaye Banga, qui veut faire souffler un vent nouveau sur votre institution. Et écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours, c'était lors d'une conférence internationale à New York. When you put all that together with food insecurity and soil degradation and Quand on ajoute l'insécurité alimentaire, la dégradation des sols et les défis du multilatéralisme, j'ai l'impression que nous sommes dans une véritable tempête. Et dans cette tempête, une institution comme la Banque mondiale est plus que jamais nécessaire. Le fait de disposer de personnes si intelligentes pour mener nos actions, mais sans pouvoir y parvenir en tant qu'institution, me pousse à penser qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel. Notre institution doit être réformée, pilotée autrement. Je m'attendais à ce que ce soit différent. J'ai été surpris et j'ai trouvé que c'était un obstacle. Ceux qui nous critiquent disent que nos employés ne s'intéressent pas à eux. Ce n'est pas vrai, ils s'en soucient. Mais c'est l'institution qu'il faut changer. Adjaye Banga, le nouveau président de la Banque mondiale, c'est un Américain d'origine indienne. Il nous dit qu'il y a des dysfonctionnements au sein de la banque qui ne sont pas dus aux personnes mais à l'institution elle-même. Qu'est-ce qu'on change ? En quelques mots. Mais la Banque mondiale est une bureaucratie, c'est une institution, elle peut souffrir donc des tares de toute bureaucratie. En tout cas, avec l'arrivée d'Adjaye Banga comme président de la Banque mondiale, il y a un souffle nouveau que nous constatons au niveau de notre institution. D'abord,
il apporte son expérience personnelle en provenance du secteur privé. Il a été le PDG de Mastercard. Natif d'un pays en voie de développement, mais qui a fait une grande partie de sa vie professionnelle aux États-Unis, dont il est citoyen aujourd'hui. Et c'est quelqu'un aussi qui, avant de prendre fonction, parlait à beaucoup de leaders et à beaucoup d'autres groupes de population dans le monde. Donc il est venu avec ces informations-là pour dire voilà le constat que j'ai fait et en tant que leader de l'institution, voilà les changements que je veux opérer. Nous allons travailler avec lui pour que ces changements en tout cas soient positifs et qu'ils impactent essentiellement les pays les plus pauvres. Comme je l'ai dit au début de notre conversation, ces pays les plus pauvres sont affectés de manière disproportionnée par les crises multiples qu'il vient de mentionner. Avant de nous séparer, on a quelques minutes encore, on sait que vous nous disiez que vous veniez de Mauritanie, on sait que vous y allez souvent. Est-ce que vous avez quelques mots autour de ce pays? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Avec plaisir, mais comme je l'ai dit, je travaille pour la Banque mondiale maintenant depuis plus de 30 ans. C'est une institution internationale qui m'a donné la chance de parcourir le monde entier et de vivre en Asie, en Afrique, du Nord et dans beaucoup de pays. Donc, et sur cet angle, je suis un citoyen aujourd'hui du monde. Depuis plusieurs années, je parcours et je travaille partout en Afrique avec des Africains de tous les horizons. Donc je suis aussi fier de me considérer comme Africain, mais je suis essentiellement mauritanien et très fier de l'être. Et j'appartiens à une génération qui a eu la chance d'être né dans un contexte où l'éducation était véritablement la priorité et se portait bien. J'ai été formé par des maîtres et des maîtresses d'une excellente qualité. J'ai surtout bénéficié d'un accompagnement de l'État à travers des bourses, depuis mon secondaire d'ailleurs jusqu'au supérieur. Et ce qui m'a donné la chance véritablement d'être dans des écoles de qualité. Aujourd'hui, à cause des défis démographiques d'abord, mais également des autres défis dont on a parlé, beaucoup de jeunes de notre temps, malheureusement, beaucoup d'enfants qui naissent aujourd'hui n'ont pas toujours cette chance d'avoir accès à une éducation d'un tel niveau de qualité. Et c'est la raison pour laquelle mon défi et mon objectif, c'est de travailler avec toutes les populations pour changer qualitativement la dynamique et le contenu des systèmes éducatifs, qui est l'élément le plus important pour donner une meilleure espérance aux enfants qui naissent aujourd'hui, pour qu'ils contribuent de manière forte au développement de leur pays. On a commencé cette émission avec l'éducation, on la termine comme ça aussi. Vous parlez 6 langues, je crois. Le français, l'anglais, l'arabe, le soninké, le fulani et le wolof, c'est ça ? Oui, et ça, c'est aussi la chance d'être mauritanien. C'est un pays tampon entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de langues et toutes ces communautés vivent harmonieusement ensemble, je crois. Comment dit-on au revoir en soninké? Merci, au revoir. Merci infiniment Ousmane Diagana d'être passé par les studios de RFI. Nous suivrons avec grande attention ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Merci à Guillaume Munier, à Stephen Elsley pour la réalisation audio et vidéo, à Charlène Kalala pour son aide précieuse, aux équipes de la Banque mondiale qui ont travaillé avec nous pour préparer cette émission. Merci également Aurélie Mbida. Merci beaucoup Bruno Faure. Et à très bientôt pour un nouveau grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.